Bonjour à toutes et à tous. Pour ce petit projet sous Fusion 360, nous allons construire un boîtier autour de cet interrupteur intelligent. Donc ces petits modules que vous pouvez trouver sur Amazon, je pense qu'on peut les trouver aussi sur AliExpress ou d'autres plateformes de vente en ligne. Ces petits interrupteurs intelligents permettent d'être connectés via une application qui s'appelle Smart Life ou via Alexa, votre enceinte connectée. Tout ceci vous permet donc de commander un appareil, quel qu'il soit, souvent une lampe, et à partir de ça, vous pouvez donc le cacher. Le défaut de ces petits modules, c'est que comme vous pouvez le remarquer, vous avez donc les contacts qui sont apparents et les vis qui sont apparentes. Donc ce petit module ne peut pas servir en tant que tel d'interrupteur, vous ne pouvez pas vous en servir, vous devez le cacher dans quelque chose. Donc là, ce que nous allons réaliser le boîtier pour mettre autour de ce mini interrupteur intelligent. Ici, vous avez les dimensions du boîtier, c'est-à-dire 50 mm par 50 mm par 30 mm. Ici, vous avez d'autres informations qui ne nous sont pas utiles aujourd'hui. Donc nous allons faire une petite boîte, le plus simple possible, pour pouvoir y intégrer l'interrupteur, mais aussi pour pouvoir intégrer des connecteurs, puisque ici, vous pouvez le remarquer, vous avez un phase out, phase in, neutre out, neutre in, et la possibilité d'y intégrer la connexion d'un interrupteur existant, ce qu'on ne va pas faire. Mais comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on va directement venir positionner. Donc il va nous falloir un tout petit peu de place supplémentaire pour pouvoir ramener le neutre directement, puisque tous les modèles ne sont pas équipés du neutre. Donc on va utiliser un connecteur type Wago pour pouvoir connecter les neutres. Donc il va falloir la place pour poser le Wago à l'intérieur de ce boîtier. Bien, donc nous allons réaliser ce projet sous Fusion 360, et ce qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser très rapidement et de pouvoir ensuite l'imprimer en 3D. Donc pour ce faire, nous allons commencer par dessiner notre boîte. Je vais me mettre sur la face du haut et je vais commander une esquisse que je positionne ici. Je vais créer un rectangle par son centre, ce qui me permettra d'avoir l'élément centré. Je vais indiquer les dimensions de ma boîte, donc là ça va être les dimensions extérieures. Je vais m'accorder un petit peu de marge comme je vous l'avais indiqué. Donc je vais faire quelque chose de plutôt rectangulaire en réalité. Il faut avoir la place de mettre 50 mm sur la largeur. Donc moi je vais mettre 60 mm. Comme ça vous aurez un petit peu de place, voire aller 60. Il faut peut-être même prévoir un petit peu plus puisqu'il va y avoir l'épaisseur du plastique. Et on va voir qu'on a besoin de minimum 6 mm. Donc on va s'accorder, allez, 70 mm. De l'autre côté, nous avons besoin d'un tout petit peu plus de place. On va avoir besoin des 50 mm du spinny switch. Et on va avoir besoin, comme je vous disais, d'un peu de marge en bas, à la fois pour positionner les câbles correctement, qui ne soient pas pliés, et pour pouvoir positionner un connecteur type Wago. Donc on va se laisser environ 2 cm de plus, donc à la place de 50 mm, on va mettre 70 mm, plus les allez, 80 mm. Voilà. Donc là, vous avez fait un rectangle de 70 mm par 80 mm. J'ai pas besoin d'aller plus loin, je termine mon esquisse, je vais demander, hop, la petite maison pour me remettre en vue isométrique, et je vais tout simplement extruder cet élément. Je vais l'extruder de... Alors la hauteur, le petit switch, comme vous avez pu le remarquer sur mon Amazon, il fait 30 mm de haut. Donc on va minimum mettre 30 mm, et évidemment on va laisser une marge, donc on va mettre 40 mm. Nous avons donc maintenant un cube de 40 mm. Je vais me positionner sur ce cube et je vais demander une nouvelle extrusion.
Mais cette fois-ci, attention de bien demander un nouveau corps, pas un nouveau composant, mais un nouveau corps, ce qui va me permettre, qui dit nouveau corps, dit que, comme vous pouvez le constater, je vais créer un autre élément. Alors, je ne demande pas joindre, mais bien nouveau corps. Voilà. Et donc, je vais monter de, allez, 15 mm, ça sera bien suffisant. Nouveau corps. Donc là, j'ai bien 2 corps. À partir de ça, on va commencer, on va mettre quelques petits congés sur les contours. Donc, on va utiliser cette petite fonction, congé. Je vais sélectionner les arêtes qui ont besoin d'être, d'avoir un congé. Je vais mettre un congé de 2 mm. Alors, évidemment, si j'utilisais ça, ça serait mieux. Voilà. Raté. Voilà. Donc sélectionner les arêtes. Il ne veut pas, donc on va le faire sur une autre. Hop, plus, voilà. Donc, celle-ci. Pour me déplacer, j'utilise le bouton central de la souris et j'utilise la touche majuscule du clavier. Et quand je fais une sélection qui n'était pas voulue, je n'ai plus tout simplement qu'à recliquer et Fusion gère ça très bien. Je fais OK. Donc là, j'ai fait 2 mm. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc là, je vais sélectionner ça. Là, une face de sélectionner et je vais mettre 2 mm également. Voilà. Le fait de ne pas avoir d'arête saillante, ça permet 2 choses. Premièrement, ça permet de rendre la pièce moins tranchante et ça permet de rendre la pièce plus solide. Alors ça permet également de pouvoir imprimer un tout petit peu plus vite à l'imprimante 3D, parce que qui dit que l'imprimante va pouvoir faire un arrondi, ça va être un peu plus simple pour elle plutôt que de devoir faire un freinage et une réaccélération successive. Maintenant, il va falloir creuser tout ça. Donc on va faire, hop, ici, on va enlever le corps 2 pour n'avoir accès qu'au corps 1. Je vais ensuite utiliser la fonction coq, face corps ça, là, direction intérieure, et attention, je vais avoir besoin d'élargir. Le minimum pour pouvoir faire une pièce solide en imprimation 3D, c'est 3 mm. Nous allons mettre 6 mm. Je vous explique pourquoi. C'est tout simple. C'est tout simplement parce qu'il va falloir que le dessus de la boîte rentre dans le dessous. Donc pour ce faire, nous allons créer un dessous de boîte qui fait 6 mm d'épaisseur, un dessus de boîte qui fait 3 mm, et ensuite on va créer tout simplement une remontée ici de 3 mm qui va rentrer dans l'autre partie. On ne va pas laisser de jeu du tout, et ça va permettre tout simplement de rendre notre boîte plus facile, puisqu'en fait on aura juste à rentrer une pièce dans l'autre, à forcer, et elle sera bonne. Je fais donc maintenant OK. Voilà, là ici j'ai bien ce que je voulais, pas de problème, très bien. Je vais faire la même chose sur le corps 2, pardon. Voilà, donc là ici je me mets bien sur le bas, attention, et je vais faire la même chose, coq, mais cette fois-ci de 3 mm à l'intérieur. Pour voir ce que ça donne en 3D, on va utiliser, dans Inspecter, on va utiliser Analyse de section. C'est ce qui, dans d'autres logiciels, va être tout simplement la coupe. Alors comme vous pouvez le remarquer, ici, c'est pas facile d'aller récupérer la coupe à l'intérieur, vous voyez, puisque logiquement, le logiciel va aller chercher la face avant. C'est pas très grave, on va utiliser Origine, on va utiliser le menu. Ici, vous pouvez remarquer, en effet, que mon analyse de section, là, vous voyez bien mon analyse de section, on a bien une partie qui est plus épaisse que l'autre. Il va donc suffire de remonter cette partie-là très légèrement, et comme ça, en remontant cette partie-là très légèrement,
je vais pouvoir avoir un emboîtement. Je fais annuler. Et je vais donc me mettre sur le corps. Je vais enlever le corps 2. Je vais sélectionner cette face. Je vais demander une esquisse. Voilà. Je vais remettre le corps 2. Alors attention, vous remarquez bien que je suis en train de faire une esquisse sur le corps 1. Et là, je projette le corps 2. C'est pas très grave. Puisque je suis sur des corps sur la même pièce, je peux le faire. Je vais donc maintenant sélectionner ici. Alors attention, parce que là, ça c'est à sélectionner le corps 1. Donc là, je veux bien sélectionner le corps 2. Voilà. Raté. Voilà, c'est bon. Et là, je vais tout simplement aller demander projection. Donc je vais tout simplement demander de projeter ça. Alors, peut-être pas ça en plus, ça sert à rien. Voilà, je vais demander tout simplement de projeter ça. Ok. Je vais effacer mon corps 1. Mon corps 2, pardon. Voilà, je regarde la tête de mon esquisse. Donc pour ça, il faut que je revienne sur O. Et vous voyez que ça a bien été projeté. J'ai donc sur mon esquisse maintenant cette zone-là qui est la zone extérieure, cette zone-là qui est la zone intérieure. Je peux terminer mon esquisse, je vérifie juste, vous voyez, juste avec le petit... en passant la souris, je vérifie que c'est bien quelque chose qui est fermé. Je ferme mon esquisse, je resélectionne cette partie, je demande une extrusion, et je vais prendre une extrusion que je vais monter de, allez, 5 mm. Attention, il faut bien être en joindre pour que ça fasse une seule pièce. Si je demande un nouveau corps, je vais avoir un troisième corps, et donc je vais, dans ces cas-là, au moment de l'impression 3D, devoir faire du collage. Je remets les deux corps, et je vérifie avec inspecter, analyse de section, je reprends ma section ici, et je vais venir voir ce que ça donne. Là, c'est bon, j'ai bien un emboîtage. Vous pourrez remarquer que je n'ai aucun jeu, c'est volontaire, ça permet de pouvoir faire de l'emboîtage à forcer, puisque, étant donné qu'on fait de l'impression 3D, la surface n'est jamais parfaitement lisse, même si elle est lisse au doigt, elle n'est pas parfaitement lisse au niveau microscopique, et ce sont ces petites aspérités qui vont permettre de bien fixer les deux éléments. Il va me rester maintenant, pour terminer, à faire les trous pour passer les câbles, et à mettre des petits caches derrière pour pouvoir cacher justement ce que l'on ne veut pas voir. J'annule ma analyse de section, je remasque le corps 2, et je vais me remettre sur le haut de ma boîte. Dans ce sens-là, donc ce que je vois ici, c'est le bas de la boîte. Le petit composant va se positionner ici, et donc les câbles vont arriver par là. Je vais donc me positionner sur cet élément-là, et je vais demander une nouvelle esquisse. Je vais percer les endroits où j'ai besoin de passer les câbles. Donc pour ça, je vais faire donc des rectangles. Alors, j'ai besoin d'une zone sur la gauche. Je peux déborder, il n'y a absolument aucun problème sur le fait de déborder. Une zone sur la droite et une zone au milieu. Voilà, il faut laisser quand même suffisamment d'espace ici pour que ça ne ait pas de problème. Sur la zone sur la gauche, on va faire passer les deux fils d'entrée, phase neutre. Ici, on va faire passer les fils de sortie. J'ai pris un peu plus de place au cas où on ait une sortie vers un interrupteur. Et ici, on va proposer les fils pour les interrupteurs. Donc avec ces trois éléments, on a bien tous les fils qui peuvent sortir. Je termine mon esquisse, je retourne en 3 dimensions, et je vais tout simplement demander une extrusion. Particularité de Fusion 360, on fait des extrusions même pour enlever de la matière. Il suffit ensuite d'aller vers le bas, et j'extrude de 40 mm. Oui, j'ai bien les trous. Et maintenant, je vais recréer sur le fond, ici, tac, créer une esquisse, et je vais tout simplement, en face de ces trous, je vais créer des éléments qui ressortent pour pouvoir masquer et donc permettre que les câbles fassent le tour. Le fait que les câbles fassent le tour, ça permettra tout simplement de protéger mes câbles.
Donc, là, ici, on laisse quand même suffisamment de marge. Les dimensions sont empiriques. Je vais réduire un petit peu ici. Alors, je quitte l'outil. Voilà. Je vais réduire un petit peu ici. Peut-être plutôt comme ça. Je vais laisser un peu de marge pour que les câbles puissent passer. Voilà. Donc les câbles feront comme ça. Hein. Le but, c'est que les fils soient obligés de faire un détour. Alors évidemment, ici, on ne cherche pas à faire de l'étanchéité. Si vous voulez que ça soit un peu plus étanche, alors sans chercher l'étanchéité, mais si vous voulez que ça soit un peu plus étanche ou un petit peu plus résistant encore, il suffira, une fois que vous avez tout mis en place, il suffira de bourrer du silicone sur cette partie avant de refermer. Et les câbles seront englués et logiquement, une petite projection d'eau légère ne devrait pas rentrer dedans. Bien entendu, je ne fais aucune garantie à ce niveau puisque ça va dépendre de comment vous l'avez fait. Hein, il s'agit bien d'un DIY, on n'a pas du tout l'intention d'en faire un équipement électrique. Voilà. Et je vais remonter ces éléments. Alors ici, on va les remonter de 34 mm. Voilà. Pour rappel, mon micro switch fait 30 mm d'épaisseur, donc il va être un petit peu plus haut, que mon micro switch. Et comme ça va me permettre aussi que le micro switch soit bien fixé. Donc là, je fais joindre, là encore, pour éviter d'avoir plusieurs pièces. Je vais effectuer ici une mesure, donc je vais utiliser le petit inspecter, et on va mesurer de là jusque là. Voilà, on a 70 mm, on a un élément qui fait 50 mm, donc j'ai bien la place pour positionner mon wagot ou mes wagots. Je pourrais peut-être même en mettre deux. Moi, j'en ai besoin que d'un, mais on pourrait peut-être en mettre deux. Alors, bien sûr, si vous avez besoin d'un peu plus de place, vous n'hésitez pas à allonger un petit peu ici. Puisque nous avons fait des esquisses, de toute façon, il suffit de modifier les esquisses, soit dans la timeline du bas, soit directement ici. Vous modifiez vos esquisses, vous modifiez les dimensions, et votre outil va s'adapter. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, pour pouvoir faire le petit débord, j'ai choisi de faire une projection. La projection va bouger si vous changez votre esquisse de dimension. Vous n'aurez pas à tout refaire, vous aurez juste ça qui change. Voilà, donc là c'est fait. Je remets mes deux pièces. Je n'oublie pas d'enregistrer. Vous voyez que je suis sans nom. Donc là pour l'instant c'est pas enregistré. Je vais faire enregistrer. Je vais indiquer boîte micro mini, pardon, smart switch. Je fais enregistrer. J'attends que ça passe en V1. Quand c'est en V1, ça veut dire que c'est bien dans le réseau. Voilà, c'est arrivé dans le cloud. V1, chargement terminé. Et j'ai mes deux éléments. Vous voyez comment ils vont se positionner. Bien, maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à transformer ça pour l'impression 3D. Donc, je vais utiliser le menu fichier, impression 3D. Donc, sélection, je vais sélectionner les deux corps. Vous remarquerez que je ne peux pas les sélectionner ensemble. Hein. Là, je peux faire éventuellement la sélection de tout. Là, vous voyez, ça vient sélectionner l'ensemble. Format 3MF, structure, un fichier par corps. Voilà. Alors, on peut faire un fichier par corps ou un fichier seulement. La différence avec d'autres formats, le 3MF peut prendre en compte plusieurs corps en même temps. Hein, on va le voir d'ailleurs, on va l'utiliser dans le logiciel Orca Slicer. Donc là, je vais faire un seul fichier. Voilà, 3MF. Alors pourquoi j'ai choisi le format 3MF à la place du format STL? C'est tout simplement parce que j'ai des arrondis. Le format 3MF est plus adapté aux arrondis puisque il est plus fiable pour ces choses-là. Au niveau des options d'affinement,
je vais mettre un écart de surface qui va être inférieur à la taille de mon imprimante 3D, c'est-à-dire inférieur à la précision de mon imprimante 3D. Pardon. Je fais OK. Donc là, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Et donc là, soit j'enregistre dans le cloud, soit j'enregistre sur mon ordinateur. Là, je vais enregistrer sur mon ordinateur, pas là-dedans. Je vais faire objet 3D et là, je vais mettre boîte mini smart switch. Alors, pourquoi est-ce que j'enregistre ici alors que je pourrais l'enregistrer bêtement sur mon cloud? Tout simplement parce que à ce jour, les slicers, donc les logiciels qui vont transformer tout ça en format compréhensible par l'imprimante 3D, ne sont pas à ce jour compatibles avec le cloud. Donc maintenant, il me reste à démarrer mon slicer et on revient. Me voici donc de retour avec mon slicer. Donc j'utilise Orca Slicer sur ma FEdson V400. C'est un slicer qui fonctionne plutôt bien pour ce type d'imprimante, mais vous pouvez utiliser aussi Cura ou autre logiciel du genre. Alors là, je suis sur une version 1.91 qui fonctionne très très bien. Il y a une version 2 qui est en cours de mise en place, mais je ne l'utilise pas pour le moment. Donc ensuite, je vais importer directement ma petite boîte. Voilà. Alors, voilà. Donc vous voyez, les deux éléments sont arrivés ensemble, mais je peux les séparer puisque j'ai bien envoyé corps 2, corps 1. Alors, on va demander à Orca de positionner ça correctement. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu beau me positionner sur les bons plans, c'est-à-dire que le plan de dessus était bien au-dessus, le plan de dessous était bien en dessous, le plan de droite était bien à droite, malgré tout c'est arrivé penché. Donc je vais sélectionner ça, je vais demander auto, donc sans surprise il m'a mis la surface du bas en dessous, pareil pour celui-ci qui sans surprise va se retrouver la tête en haut, or la tête en bas pardon, pour pouvoir faciliter l'usage. Je me mets pas trop près, si vous voyez que si je me mets trop près, je vais avoir une petite alerte. Alors là, je l'ai pas. Mais quand on est vraiment trop près, on a une petite alerte de Orca qui nous dit que l'imprimante risque de faire des bêtises. Donc là, on se met relativement loin et pas trop loin. Parce que, évidemment, moins la tête d'impression a de distance à faire, plus c'est simple. Ici, nous pouvons utiliser la hauteur de couche variable. Alors, je vais l'utiliser. J'ai pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement joli, donc je vais faire voilà, tac, donc adaptatif et lissé. Alors comme vous remarquez, on ne va pas changer beaucoup les hauteurs de couche. Là vous voyez, on va être à 0,3 en hauteur de couche, 0,26, 0,29, 26, puis quand on monte, on va baisser un peu, là on va descendre à 0,20. Voilà, hauteur de couche, moi, elle était normalement à 0,1. Là, je refais pareil, adaptatif, lissé. Alors là par contre, c'est un petit peu différent. Je commence à 0,18, je monte. Je vais faire évidemment toute la partie verticale à 0,30. Et je redescends par la suite jusqu'à 0,12, 0,13. Alors, à quoi ça sert cet élément adaptatif, cette hauteur de couche variable? Eh bien, ça sert tout simplement à gagner du temps lorsque on est sur la verticale pure, puisque en fait, on n'aura pas une meilleure qualité si on utilise des couches plus fines. En revanche, lorsqu'on va être plutôt sur des arrondis, comme on en a avec les congés, eh bien là, en fait, on va demander à l'imprimante de faire des couches plus fines qui vont permettre d'être un peu plus efficaces. Alors, en revanche, on va enlever dans la qualité, on va enlever le lissage. Voilà, on va demander du lissage que sur les surfaces supérieures. Surface la plus élevée, même pas. On va demander qu'il n'y ait pas de lissage. Alors pourquoi on demande qu'il n'y ait pas de lissage? D'une part parce que de toute façon ça sert à rien puisque le dessus de la boîte est en dessous, donc il sera de toute façon pas lissé, ça sera
Ah, je vais la sortir de là. Ça sera le plateau de l'imprimante qui va se charger de l'opération. Et puis, quand on, quand on génère du lissage, il s'agit d'une couche supplémentaire qui est créée avec un tout petit débit au niveau de la tête qui va refondre le plastique existant pour faire les choses vraiment très lisses, hein. C'est limite du polymiroir. Le défaut d'utiliser ça, c'est qu'on rajoute du matériau supplémentaire, et ce matériau supplémentaire, il va déborder légèrement. Donc ici, par exemple, si on faisait sur cette couche-là, le matériau va légèrement sortir, et donc finalement, on n'aura pas la place. Je vous rappelle qu'on n'a pas mis de marge pour permettre justement que ça rentre à forcer. Là, c'est plus ça rentre à forcer, c'est ça rentre plus du tout. On serait obligé d'utiliser un petit coup de Dremel. C'est pas le but. Le but, c'est de faire vraiment quelque chose de très simple. Comme vous le remarquez, on a fait ça à peu près en 20 minutes. Donc, avec derrière, on va découper le plateau. On va voir combien de temps il faut pour l'impression. Voilà. 2h08 pour 82 grammes de filament. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment très très simple. Dans 2h08 c'est fini, ce qui veut dire que avant d'aller faire dodo, je pourrais le mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain projet.